les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. 11h02 sur Demoiselle en direct comme chaque mercredi. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Comment ça va ? Eh ben écoute, on voit un petit peu le soleil aujourd'hui, alors ça va pas trop mal. Ouais, ça va là, ça rongeait en plus dans l'après-midi, plein soleil, on l'espère, on croise les doigts. On croise les doigts, On parle de sort quoi les aujourd'hui ? lunettes de soleil. Et ben aujourd'hui on va parler de plein de choses sympas. On va parler en fin d'émission d'un super événement qui aura lieu ce dimanche. Alors il faut rester avec nous, mais avant ça, on va parler de deux endroits qui ont vu le jour en 2023 sur l'île d'Oléron, qui sont des nouveaux lieux, on appelle ça des nouveaux lieux, voilà. On va parler de la bricothèque, car c'est au masculin, et du tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains. Est-ce que tu connais ces endroits, toi, Cyril ? Alors la bricothèque, oui, mais le tiers-lieu, non, je connais pas. Et ben voilà, je vais tout te raconter. Donc, on dit le bricothèque, apparemment, je me suis fait taper sur les doigts parce que moi aussi, je disais Le bricothèque, alors. la bricothèque, mais c'est le bricothèque. Et donc, le bricothèque, pour ceux qui connaissent pas, c'est un lieu qui a ouvert à l'Écopole sur la commune de Dolus. Et pour comprendre un petit peu plus son but et son action et où ça se passe, comment ça se passe, j'ai décidé d'aller rencontrer Adeline qui nous parle un petit peu plus de cet endroit. Bonjour, donc moi c'est Adeline Arnaudot, je suis responsable du service déchets, responsable adjointe du service déchets, toute la partie prévention et sensibilisation pour toute l'île d'Oléron, voilà, pour les 8 communes. Donc le bricothèque, c'est un projet qui a été mené en interne de la collectivité. Donc on a débuté l'étude de ce projet en 2020. Et on a lancé donc le bricothèque, l'ouverture en juin 2023. L'idée principale, c'était de réduire le flux déchets qui partaient à l'enfouissement principalement et de mettre en place le réemploi le plus possible pour le maximum de déchets possible. Donc ça veut dire tout ce qui est matériaux pour faire des travaux, etc., qui sont pas forcément utilisés, ou même quand on fait une rénovation et qu'on se débarrasse de choses, on l'amène à la bricothèque et du coup d'autres personnes peuvent venir s'en servir après de ces objets ? Oui, c'est exactement ça. Donc le principe, c'est le même que pour la ressourcerie qui, elle, s'occupe de tout ce qui est objet. Et le bricothèque va prendre en charge plutôt tout ce qui est côté matériaux, bricolage, et tout ce qui tourne autour de cette thématique-là. Donc voilà, le bricothèque, c'est un lieu où on peut trouver en seconde main des objets pour réaliser tout type de travaux. Et donc, j'ai demandé à Adeline de nous faire un petit tour de cette bricothèque pour savoir ce qu'on y trouve et ce qu'on y fait. Donc là, on est sur l'espace intérieur du bricothèque. Donc il y a deux parties. Il y a la partie donc accueil et vente. Et magasin. Et puis au fond, on ira voir tout à l'heure, c'est la partie atelier partagé. Donc dans la partie accueil et vente, là on peut trouver une partie bois, une partie isolant, une partie quincaillerie, tout ce qui est plomberie aussi et outillage par exemple. Donc ça c'est typiquement un flux auquel on n'avait pas forcément pensé au démarrage, l'outillage. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. Alors là, on est donc dans la partie intérieure du magasin où on va avoir pas mal de rayonnage, où on peut trouver plein d'objets et de matériaux variés, donc qui sont triés par catégorie, donc électricité, plomberie, quincaillerie, bois. On peut aussi trouver un petit peu de décoration, de la tapisserie, de la peinture, des stores, des poignées de porte. On peut vraiment aller dans le détail du matériau et de tout ce dont on a besoin, en tout cas pour le second œuvre. Donc là, c'est à la base des objets qui étaient voués à être mis à la déchetterie finalement ? Oui, tout à fait. Voilà, voués à être mis à la déchetterie. Et donc ensuite, ces objets-là et ces déchets-là partent dans des filières de recyclage adéquates. Mais là, vraiment, le principe, c'est en amont, plutôt que de recycler, on va réemployer, ce qui est la première chose à faire pour tout objet. Ce qu'on appelle la revalorisation de l'objet, c'est ça ? Là, on est vraiment sur le réemploi. C'est vraiment le terme, réemploi. Le terme à adopter qui est différent du terme recyclage, qui est là une revalorisation soit matière, soit énergétique. Selon le flux, selon le type de déchet. Donc c'est ça la dissociation, c'est le réemploi, c'est vraiment on continue à utiliser l'objet pour quoi il était voué, et la revalorisation ou le recyclage, c'est on transforme l'objet pour en faire quelque chose d'autre. Tout
tout à fait, c'est exactement ça. Et principalement, c'est qui amène la matière ici, à cet endroit ? Alors, pour la logistique, en tout cas, du flux, toutes les personnes qui souhaitent déposer pour le Bricothèque, on demande à ce que ce soit fait en déchetterie. Donc en déchetterie, il y a un espace réemploi sur chacune des 3 déchetteries du territoire. Donc c'est le caisson réemploi, l'espace réemploi, où il y a à l'intérieur à la fois un côté objet pour la ressourcerie et un côté matériaux pour le Bricothèque. Voilà, il y a une signalétique différente pour les deux. Donc on invite vraiment les usagers à se servir de ce moyen-là. Et pour les personnes qui ont des gros lots, ils peuvent passer ou nous appeler directement, envoyer une photo pour qu'on puisse valider si oui ou non on prend le lot. Donc voilà, c'est ça. Si pour le particulier ou en tout cas les objets de petit volume, on va directement à la déchetterie et de la déchetterie, l'acheminement se fait jusqu'ici. Et après pour tout ce qui est professionnel par exemple ou gros volume, voilà, on vous contacte. Voilà, ils peuvent déposer directement ici. En nous ayant contacté au préalable, c'est mieux. Et vous prenez tout, vous récupérez tout, ou est-ce qu'il y a vraiment des objets qui ne sont pas du tout récupérés ? Est-ce qu'il y a des objets qui sont plus récupérés parce qu'il y a beaucoup de demandes ? Alors pour l'instant, on se limite pas trop. Alors on se limite uniquement sur l'état de l'objet et du matériau. Si nous on considère que ce sera pas revendu, on le prend pas. Donc c'est quand même très peu. Et là où on est un petit peu plus, on va potentiellement dire non, c'est sur le carrelage par exemple, où pour 2 carreaux, effectivement non, on va pas reprendre. Ça va partir malheureusement au gravat. Sinon, ce sera pour le carrelage, il faut quand même un lot assez important de plusieurs mètres carrés pour pouvoir le valoriser et le revendre derrière. Comment sont revendus ces objets ? Comment est fixé le prix que vous déterminez ? Alors, on a fixé le prix au démarrage du projet. On est parti sur une grille tarifaire au kilo. Donc, tous les objets vendus au Bricothèque sont vendus au kilo. Donc, on a à peu près 25 tarifs différents. Donc, le tarif maximum, il est au maximum du maximum à 30% du prix neuf d'un matériau équivalent, mais plutôt bas prix. On a vraiment travaillé cette grille-là en regardant un petit peu ce qu'il se faisait sur le marché. Et ensuite, nous, selon l'état du matériau, on a une petite marge dégressive pour aller en dessous ce tarif fixé au départ. Voilà, selon l'état du matériau, sa qualité, s'il faut le retravailler derrière. Par exemple, une poutre qui arrive et qui est pleine de clous, soit nous, on va avoir le temps d'enlever les clous, de la valoriser, qu'elle soit plus qualitative. Donc, on va la vendre à un prix supérieur que si on n'a pas le temps d'enlever les clous et elle part brute. Et au Bricothèque, on ne trouve pas donc que des matériaux de construction. Ils ont également aménagé un espace atelier avec des très très belles machines. Et Adeline nous en parle un peu plus. Donc là, on est dans la partie atelier partagé. Donc on a voulu, en plus de la partie vente de matériaux de seconde main, pour donner un petit peu plus de possibilités au projet et de réseau aussi. On a voulu faire un atelier où les personnes qui souhaitent bricoler en dehors de chez eux puissent venir louer l'espace avec tout un tas de machines à disposition. Donc on va avoir autant de machines stationnaires qui travaillent plutôt le bois, une dégauchisseuse, un rabot, une déligneuse. Et on va également aussi avoir beaucoup d'outils portatifs classiques, scie sauteuse, visseuse, une lamelleuse pour faire des emboîtements. On va avoir plein de petits outils assez pratiques pour travailler, alors principalement le bois, mais ça peut être d'autres choses. On a également une partie soudure. Donc on peut aussi venir avec un projet métal pour Donc là, ça veut dire que n'importe quel particulier peut venir. Comment ça se passe pour louer l'endroit ou le matériel ? Alors pour louer, en fait, la personne classiquement se présente au Bricothèque. Donc l'atelier est ouvert tous les jours, sauf le mardi.
mais sinon il est ouvert tous les jours, y compris le samedi matin. Donc il y a une adhésion de 10 € pour l'année civile, et ensuite la demi-journée de location est également à 10 € avec toutes les machines, ou sinon il y a un tarif à l'heure qui est de 3 €. Donc il faut quoi qu'il arrive être adhérent du Bricothèque pour pouvoir louer après l'espace. Tout à fait, il faut être adhérent, ce qui nous garantit, en tout cas, il y a un petit formulaire qui est contresigné où la personne s'engage à avoir une responsabilité civile et à respecter les règles que nous imposons dans l'atelier. La personne qui vient à ce moment-là à l'atelier, qui loue l'atelier, donc il est seul avec les machines, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est censé savoir s'en servir, il n'y a pas quelqu'un à sa disposition pour pouvoir l'aiguiller, et on ne vient pas louer l'atelier si on est novice en bricolage. Alors c'est un peu l'entre-deux, effectivement. C'est pas la personne qui est là pour gérer le lieu, n'est pas là pour assister la personne ou former la personne, mais par contre elle est là pour vérifier si la personne est en capacité d'utiliser les machines ou non. Donc la location, les premières heures se font un petit peu en accompagnement sur chacune des machines que la personne souhaite utiliser. Et c'est le coordinateur qui valide l'utilisation en autonomie ou pas des machines au fur et à mesure. On propose également des ateliers pour que les personnes puissent apprendre à utiliser les machines. Donc soit on propose des petites sessions d'information, d'utilisation de certaines machines au fur et à mesure. Donc ça se passe à peu près une fois par mois le jeudi après-midi, entre 1 heure et 2 heures. Et il y a aussi des sessions le soir, le jeudi également, 1 à 2 fois par mois, sur la construction d'un objet qui est déjà établi. Vous l'aurez compris, alors que vous soyez bricoleur débutant comme Cyril ou bricoleur confirmé, pas comme toi. moi. Peut-être comme moi, j'ai des talents cachés. Le Bricothèque a forcément une formule pour vous, donc soit avec des matériaux, soit avec des ateliers ou des machines. Voilà, pour l'instant, restez avec nous, on va se faire une petite coupure pub et on se retrouve tout de suite après pour en savoir plus sur le Bricothèque et sur ce tiers-lieu de Saint-Trojan. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Et vous l'avez entendu dans les petites annonces, Chassiron, vent et lumière. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour en savoir plus sur cet événement qui promet d'être plutôt sympathique. Mais tout de suite, on est de retour sur nos sujets du jour, c'est-à-dire le Bricothèque et le tiers-lieu. Et pour finir avec le Bricothèque, j'ai voulu savoir si c'était un modèle unique ou si ça existait déjà en France et surtout quel est l'avenir d'un projet comme celui-ci. Il y a plein d'initiatives qui existent au niveau national, il y en a qui sont quand même assez anciennes. Donc on est allé voir quelques voisins dans le périmètre de la région. Voilà, mais c'est par contre l'initiative au sein d'une collectivité, pour l'instant, voilà, on n'a pas vu d'autres exemples. Et nous, ça nous paraissait intéressant de porter en tout cas ce projet-là pour l'instant en interne. Pour vous démontrer la possibilité, que ce soit la collectivité qui prenne le risque, entre guillemets. On a pu aller chercher des financements pour aménager le local et commencer l'activité. Donc voilà, ce risque-là, il n'est pas toujours possible pour un porteur de projet ou une association qui démarre. Donc voilà, le choix a été fait. C'est porté sur le fait que la collectivité puisse amorcer ce projet-là, sachant que la finalité, en tout cas, ce projet puisse être transmis à un porteur de projet, à une association, un collectif qui a envie de continuer et finalement d'agrandir ce projet-là avec d'autres prestations. On est forcément toujours un petit peu en recherche de personnes qui souhaitent s'investir dans le projet, alors de toutes les manières possibles. Là, d'ailleurs, on a fait un petit appel aux bénévoles, en tout cas aux personnes qui souhaitent venir aider, nous connaître, rentrer dans cette démarche-là et puis voilà, poursuivre, pourquoi pas poursuivre ensuite au sein du projet et construire avec ces personnes-là ou d'autres qui arriveront plus tard
une suite, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour ceux qui veulent vous aider, vous connaître? Ils s'adressent où et à qui? Ils peuvent passer directement au Bricothèque. Donc les heures d'ouverture, alors pour la vente, c'est le mercredi après-midi et le vendredi après-midi entre 13h30 et 17h. Et le samedi matin entre 9h et midi. Sinon, au dehors de ces horaires-là, vous pouvez toujours passer sur le site. Il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir et vous renseigner sur les modalités. C'est où la Bricothèque? Alors, le Bricothèque, le Bricothèque, il se trouve sur le site d'exploitation de l'Écopole, qui se trouve sur la commune de Doluze-Oléron, donc c'est route de l'Écuissière. Et voilà, le Bricothèque, comme vous avez pu l'entendre, n'a plus de secret pour vous. Donc, vous savez où c'est, vous connaissez ses horaires. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller directement sur le site de la communauté de communes où il y aura toutes les informations. Maintenant, on va parler du tiers-lieu donc de Saint-Trojan, qui est aussi un lieu qui a vu le jour pendant l'année 2023. Et c'est un projet qui est parti d'élus et d'habitants de la commune de Saint-Trojan. Donc, je suis allée rencontrer certaines de ces personnes sans qui le projet n'aurait pas vu le jour. Notamment Héloïse, qui est agent à la mairie de Saint-Tro et l'une des référentes pour le tiers-lieu de Saint-Trojan, et Fabrice, adjoint à la mairie de Saint-Trojan, et tous les deux nous parlent de ce projet. En ce qui concerne le tiers-lieu, disons, on a été un groupe à porter le projet et à faire en sorte que ça avance. Et donc ça prend forme petit à petit. Grâce à ce petit groupe qui s'est formé. Donc, ça part de quoi comme initiative de créer un tiers-lieu à Saint-Tro? Disons, c'est parti d'une envie de coworking. Le numérique a été un peu le point de départ. Ouais. Parce que dans ce bâtiment, il y avait des activités au rez-de-chaussée, mais l'étage n'était pas forcément utilisé. Okay. Et a émergé l'idée de l'exploiter pour du coworking. Et à la suite de cette première réflexion, il me semble que le projet a été élargi, le bâtiment étant grand et les besoins divers. On s'est dit qu'on pouvait certes faire du coworking et un espace dédié au numérique, mais aussi un espace pour d'autres types d'activités, d'où aussi la pluralité des choses qu'on trouve dans le bâtiment aujourd'hui. Pour le coworking, il faut savoir que l'association elle s'est aussi beaucoup investie dans la réflexion. Donc on travaille avec eux sur l'aménagement, etc. Et c'est encore en cours de définition, mais sur le portage du coworking, il est possible que ce soit l'association qui gère dans un premier temps avec 1 à 2 journées de test d'ouverture. En fait, quand on a fait la co-construction du projet, donc avec des ateliers qui rassemblaient les habitants, les associations, etc., à la fin de cette période-là, on a proposé aux habitants qui le souhaitaient de se constituer en association. Enfin, c'est venu aussi d'eux, c'était assez naturel que ça perdure sous une forme associative et que donc ils portent le projet avec nous. C'est eux aujourd'hui qui gèrent le café associatif. Et dans un premier temps, voilà, ils ont le café et ils nous aident sur le reste. Mais à long terme, si ça fonctionne, si l'association a les bénévoles qu'il faut, etc., il est possible qu'ils gèrent plus que le café, toujours avec nous, mais et notamment le coworking. Parce qu'au final, il y a plusieurs associations qui interviennent ici. Oui, et l'idée à long terme, c'est que toutes les associations qui interviennent soient membres de l'association un peu centrale, les intervenants, donc les personnes qui réservent le tiers-lieu pour proposer une activité. On ne fait aucune distinction. C'est une association saint-trojanaise ou oléronaise ou en effet du continent. Et d'ailleurs, on n'a pas que des associations. On a aussi des personnes qui sont en auto-entreprise, qui veulent tester leur activité. Voilà, on fait ces distinctions n'ont pas d'incidence sur notre choix. Comment vous choisissez justement les gens qui interviennent ou qui interviennent pas au tiers-lieu? Comment ça fonctionne? Alors on a décidé dès le début que la décision d'accepter ou non une intervention, ce serait une décision collective. Donc on fait une commission mensuelle qui réunit des élus et des agents de la mairie de Saint-Trojan et des membres de l'association qui s'est constituée. Et en fait, on décide ensemble, on en discute. Chacun amène les propositions faites sur le mois écoulé. On récolte tous les détails possibles avant cette commission. Qui est la personne? Qu'est-ce qu'elle propose? Quel est son statut? À quel tarif? Est-ce que ce sera accessible d'un point de vue financier, etc. Et puis on débat. Et en fait, on valide ou pas.
Voilà. C'est ouvert absolument à tout. Oui. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est que nous, en tant que municipalité, on ne paye pas de prestations. Les gens qui interviennent gèrent leur billetterie, gèrent leur réservation. On héberge et on met à disposition du matériel et on est là au mieux pour accompagner l'occupation du lieu, mais on ne gère pas... on ne paye pas de prestations et on ne gère pas les réservations, etc. Okay. Sauf pour les activités qui sont portées directement par la commune, telles que l'heure civique ou Mona Lisa, où là c'est un peu différent. On essaye aussi de faire en sorte que ce soit des activités qui peuvent être accessibles aux habitants. C'est pas facile de se pencher sur les tarifs des personnes parce qu'elles doivent aussi vivre de leur activité et faut trouver ce juste équilibre entre l'accessibilité et en même temps respecter leurs tarifs qui sont liés au fait qu'elles se rémunèrent. Donc souvent on a une bonne surprise parce que les gens jouent le jeu et parce que le lieu est gratuit pour l'instant, vont baisser leurs tarifs ou proposent en contrepartie de faire des activités gratuites en plus de leur programme. Donc pour l'instant on a plutôt des bonnes surprises à ce niveau-là. C'est un projet auquel on adhère et certes, ils peuvent en bénéficier gratuitement, mais derrière, il faut aussi adhérer au projet dans son entièreté. Ça veut dire s'investir, que ce soit sur du temps bénévole ou en proposant leur activité gratuitement sur un créneau ou en baissant légèrement leur prix parce que ça reste un tiers-lieu ou en donnant une cotisation à l'association. Et souvent, on a des bonnes surprises, les gens jouent le jeu. Donc voilà, ce tiers-lieu est co-géré à la fois par la mairie de Saint-Trojan et aussi par une association qui a été montée par des habitants. Et on va écouter ça juste après une petite onde sensuelle de M. Laissez parler les huîtres. De retour dans Laissez parler les huîtres. Merci de nous suivre. Et donc nous étions en train de parler du tiers-lieu de Saint-Trojan, comme je vous le disais juste avant cette petite musique. C'est co-géré par donc la mairie de Saint-Trojan et des habitants de la ville qui ont finalement constitué une association pour pouvoir gérer en co-gestion avec la mairie, et ils tiennent à eux le café associatif de ce tiers-lieu. J'ai donc rencontré Jean-Luc qui nous en raconte un petit peu plus. Il nous raconte aussi sa vie, mais on adore ça. On l'écoute tout de suite. Moi, je suis Jean-Luc Marié. J'ai été résident secondaire sur Saint-Trojan pendant une dizaine d'années. Et puis, depuis 2 ans, je suis résident permanent. Comme quoi, c'est possible. Et un certain nombre de résidents secondaires deviendront des primaires de Saint-Trojan. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. C'est que tant que j'étais résident secondaire et que je parlais à des résidents secondaires, ils me disaient « c'est un lieu super, mais j'y resterai jamais l'hiver ». Et depuis que je suis résident permanent, je rencontre des résidents permanents qui me disent mais alors soit on adore ce double rythme, soit c'est quand même super tranquille quand on est entre nous l'hiver. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de projets dont celui dont on va parler et il suffit de se déplacer un petit peu sur l'île. Et alors, racontez-nous comment vous avez choisi d'intégrer ce café associatif, cette association du tiers-lieu. Alors, écoutez, je suis arrivé justement un peu au bon moment, c'est-à-dire que la municipalité avait lancé ce projet, les consultantes arrivaient et organisaient un certain nombre de rencontres, d'ateliers pour structurer la démarche et donner corps à ce projet de tiers-lieu. Ça me paraissait un concept très nouveau, très intéressant pour faire évoluer la vie et spécialement la vie hors saison de Saint-Trojan, où il se passe quand même moins de choses que pendant la saison touristique, et ça me paraissait intéressant de rassembler nos forces autour d'un projet collectif qui permettait aux associations de dialoguer, qui permettait aux citoyens, aux résidents de contribuer à la création de quelque chose de nouveau. Donc ces ateliers nous ont permis d'une façon assez dynamique d'imaginer ce que pourrait être le tiers-lieu, de, comme le disait un des ateliers, s'organiser en collectif, de structurer un modèle économique et puis de lancer quelques expérimentations pour commencer à faire vivre le lieu. Très rapidement, d'une part, il a été souhaité que la convivialité soit vraiment le cœur, j'appelle ça le cœur du réacteur. Et c'est le cas ?
Et a priori, c'est en tout cas ce qu'on a voulu, et ça a donné lieu à la création de ce café associatif qui physiquement est au centre du bâtiment, mais qui a vocation à être vraiment au centre des activités du tiers-lieu. En quoi il consiste ce café associatif ? Alors, c'est un lieu de rencontre, de partage, d'activités gratuites, parce qu'on tenait beaucoup à ce que il y a possibilité d'accueillir dans ce tiers-lieu des activités payantes de manière à rémunérer des vrais professionnels de leurs compétences, mais aussi que les adhérents puissent accéder, qui soit très facilement accessible à tous. Donc on a voulu une cotisation très basse et des activités gratuites pour qu'il n'y ait pas de frein à la fréquentation. Et donc on a créé cette association en juin 2023 dernier, de manière à fédérer une communauté autour du tiers-lieu, à intéresser des gens à la vie de ce tiers-lieu, de manière à gérer avec la municipalité le lieu, et plus particulièrement aujourd'hui on est centré sur la création et la vie du café associatif avec toutes ces activités gratuites, où donc on y réalise des soirées jeux, des présentations diverses et variées. Et puis là, depuis 2 samedis, on a ouvert vraiment le café sous une forme café, où on peut venir tout simplement pour boire un café, une bière, un jus de fruits, papoter, jouer, discuter. Et pour rendre le lieu encore plus attractif, on y mène des petites activités ponctuelles et gratuites. Par exemple, samedi dernier, c'était une petite formation sur le macramé, où les gens ont pu fabriquer une suspension en macramé. Et puis on va organiser progressivement un programme autour de quelques petites activités comme ça. On va aussi démarrer la semaine prochaine donc des mercredis pour les enfants, mercredi après-midi, 2 heures pareil autour d'un petit atelier qui peut être des jeux en bois, qui peut être un petit atelier cuisine, cookies, etc. Qui permettent de rassembler des enfants avec leurs parents, parce que donc c'est pas une garderie, ou avec en tout cas un adulte, un accompagnant, voilà. Et on fera ça pendant toutes les vacances scolaires le mercredi après-midi. Pour bien comprendre justement ces ateliers-là, soit le mercredi pour les enfants, soit le samedi au café associatif, on n'a pas besoin d'être adhérent à l'association ? Alors sur la question de l'adhésion, aujourd'hui on demande à tous les gens qui fréquentent le lieu d'adhérer, pour une raison simple, c'est que l'association a une assurance, et donc cette assurance couvre les adhérents de l'association. D'autre part, on n'est pas un débit de boissons, donc on est autorisé par la loi à servir des boissons, y compris faiblement alcoolisées, à nos adhérents, mais pas au public en général. Donc il y a adhésion aujourd'hui, mais on a décidé que jusqu'à septembre, en gros, jusqu'aux vacances d'été, cette adhésion serait gratuite, de manière à ne mettre aucun frein à la fréquentation, à la découverte du lieu et à la croissance de ce lieu, la visibilité sur l'île d'Oléron. Alors voilà, vous en savez un petit peu plus. Si vous voulez savoir où est situé le tiers-lieu, il est dans le centre-bourg de la commune de Saint-Trojan, dans un ancien bâtiment, une ancienne école. Et on va en savoir plus juste après une petite page de pub. Laissez parler les huîtres. De retour dans Laissez parler les huîtres, où on était en train de parler du tiers-lieu de Saint-Trojan, et Jean-Luc nous a expliqué un petit peu plus de quoi il s'agissait. Donc comme vous l'avez compris, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est le tiers-lieu et s'adresse à tout le monde, que vous habitiez là l'année, que vous soyez de passage, vacancier, saisonnier, curieux. Tous les ateliers sont ouverts à tous. On peut tous être soit un spectateur, soit un acteur de ce lieu, et Jean-Luc nous en dit plus. Notre projet, c'est de réunir un maximum d'adhérents d'ici le mois de juin, d'organiser une assemblée générale où on conviera toutes ces personnes qui ont déjà fréquenté, qui ont un avis sur la question, pour venir enrichir le projet.
En septembre, on prévoit de faire une journée porte ouverte, une nouvelle journée porte ouverte, avec la participation d'un maximum de nos animateurs d'activités. Qui sont ces animateurs ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents animateurs qui sont au tiers-lieu ? Alors, on a pas mal eu de demandes sur des activités de bien-être. Donc on a un certain nombre de personnes qui ont expérimenté ou qui continuent aujourd'hui à proposer des voyages sonores. On a eu un moment de l'hypnose, on a eu un prof de yoga qui a arrêté et on a une nouvelle professeure de yoga qui arrive, qui commence demain. Sinon on a des activités plus de type manuel, atelier de dessin, créativité. Il y a une chose sur laquelle on insiste beaucoup par rapport à toutes ces intervenants et intervenantes, c'est que on n'est pas dans la location pure de salle. C'est pas du tout notre approche. On demande aux gens d'intégrer vraiment un projet et de participer à ce projet. Donc en même temps, un certain nombre de nos intervenants gagnent leur vie, ce qui est normal. Donc elles font payer leurs prestations. Mais en même temps, on demande en retour vers le lieu une participation qui peut être un petit atelier gratuit dans le café ou justement venir tenir le café par exemple, ou participer à des petits bricolages dont vous aviez parlé, aménager le lieu. Donc voilà, le tiers-lieu, c'est vraiment un endroit où on peut proposer tout type d'activités, donc créatives, bien-être ou autres. Il y a certaines activités qui sont payantes, d'autres qui sont proposées à titre gratuit, qui sont portées par des associations qui sont en lien avec la mairie de Saint-Trojan. Par exemple, pour la fête du Mimosa, il y a eu un atelier de fabrication de pompons. Mais il y a aussi des ateliers de fabrication de meubles en carton, par exemple, ou de meubles en palette. Et évidemment que j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur cet atelier de fabrication de meubles en palette. Alors j'y suis allée directement et j'ai eu la chance de rencontrer Alain qui est l'animateur de cet atelier et qui nous raconte un petit peu plus son parcours et de quoi s'agit un atelier de fabrication en palette. Alors moi au niveau de carrière professionnelle, j'ai commencé, je suis menuisier. Ensuite j'ai changé de profession, je suis devenu aide-soignant. Et après, ma fonction d'aide-soignant m'a mené vers une formation de moniteur éducateur. Et ce qui fait que, en complétant, en assemblant tous ces aspects professionnels, ça m'a permis d'accompagner ces jeunes sur un atelier de bricolage, sur du travail, toujours avec cette identité quand même d'éducateur auprès de ces jeunes pour les accompagner. Donc on est là aujourd'hui au tiers-lieu de Saint-Trojan pour l'atelier Fabrique ton meuble en palette. C'est toi qui l'anime et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce premier atelier qui a été fait aujourd'hui ? Alors ce premier atelier, c'était un peu déjà au départ pour venir sur ce tiers-lieu travailler avec des jeunes, que j'accompagne des jeunes en situation de handicap sur le lycée à Saint-Trojan, qui participent sur l'établissement à justement la confection de meubles en palette et diverses activités de bricolage, et pour leur permettre une inclusion et un petit peu de montrer un peu leurs capacités, leurs possibilités et d'être dans une action valorisante d'inclusion et de partage. Venir sur le tiers-lieu pour animer cet atelier avec eux, c'était un des objectifs pour cette année, quoi. C'est une activité relativement simple. On travaille avec des bois de récupération, de la palette. Chacun amène son projet, son imagination de meubles qu'il a pu voir sur Pinterest ou autre chose. Et voilà, on mélange un peu les savoir-faire, un petit peu de technique et surtout les idées de chacun, et ça va aller vers des créations sympas pour mettre dans le jardin ou dans le salon, selon la déco de sa maison. Venez avec vos idées, avec votre projet. Vous arriverez, il y aura un petit café qui pourra être prêt on discutera, on sera ensemble. Vous rencontrerez les 3 jeunes que l'on a cités, Tom, Manon et Sacha, qui vont vous accompagner, vous aider dans vos fabrications. Et puis moi, je suis un petit peu là pour sur le plan un peu plus technique, pour s'il y a des choses un peu plus techniques à faire sur le bricolage, mais surtout venez pour la convivialité qu'on peut rencontrer au tiers-lieu. C'est intéressant, c'est ouvert. On vous attend.
Croyez-moi, Alain a raison, la convivialité, c'est exactement le mot. C'est voilà, je me suis retrouvée en face de 3 jeunes du foyer Lanelong avec qui j'ai pu fabriquer mon salon de jardin pour cet été. Et puis on a rigolé, on a passé un super moment. Voilà, si vous aussi voulez un super salon de jardin, je vous invite à vous rendre au tiers-lieu et de surveiller le prochain atelier qui sera en ligne sur le Facebook du tiers-lieu. Mais voilà, si vous aussi vous avez envie de transmettre un savoir, par exemple si vous maîtrisez une langue et vous avez envie de la transmettre, de l'anglais, de l'espagnol, pourquoi pas du patois charentais et ou oléronais, si vous êtes musicien, artiste, si vous savez réparer un vélo, n'importe quel objet, si vous savez partager ou transmettre une activité manuelle ou créative, si vous voulez partager un moment de discussion, si vous êtes bricoleur, enfin bref, vous l'aurez compris, le tiers-lieu est pour vous. N'hésitez pas, même si vous êtes juste un curieux, à vous adresser à eux, donc via Facebook ou la mairie de Saint-Trojan. Et j'ai demandé à Jean-Luc de nous expliquer un petit peu plus ce projet de coworking qui peut-être, on l'espère, si les astres s'alignent, verra le jour en 2024, mais en tout cas pour sûr il verra le jour en 2025 si ce n'est pas le cas en 2024. Et on écoute Jean-Luc tout de suite. Mais justement, c'est un de nos projets phares pour 2024, avec une petite pointe d'espoir que ce soit en place pour cet été, mais ça paraît un challenge très difficile à atteindre. Qu'est-ce qui manque concrètement ? Alors, globalement, on est persuadé que quand même pour accueillir des professionnels, il faut un lieu professionnel et donc, d'un standard quand même professionnel. Aujourd'hui, on a le Wi-Fi, c'est déjà une bonne chose, et la municipalité vient de voter un budget quand même relativement important pour équiper un certain nombre de salles qu'on a ici pour les professionnels. Donc ça veut dire de refaire l'électricité pour qu'elle soit un standard professionnel et essentiellement acheter du mobilier de travail. Mais on est absolument persuadé qu'il y a un vrai besoin parce que, comme vous le disiez, ça existe dans le Nord mais pas dans le Sud, et que ça commence à être un peu loin quand même pour aller faire une téléconférence de 2 heures. Donc, surtout l'été. Surtout l'été, et c'est oui, on sait tous que les déplacements sont un petit peu compliqués. Donc on est persuadé qu'il y a un vrai besoin, que même les gens qui sont dans les campings ou même des résidences secondaires qui ont la famille chez eux peuvent pas forcément faire ça au milieu des enfants et tout ça. Donc et on est aussi persuadé que ça peut être un équilibre financier et que ça entre très fortement dans notre modèle économique. Donc l'idée, ce serait que ces locations puissent revenir directement à l'association, et ça, la municipalité est d'accord là-dessus, pour financer toutes les activités gratuites. Et potentiellement, comme on le disait tout à l'heure, payer les intervenants, payer du matériel aussi, parce qu'il y a des gens qui nous proposent des activités bénévoles, mais il faut du matériel pour faire des activités manuelles. Donc tout ça doit rentrer dans le modèle économique qu'on a élaboré avec les consultantes, et il faut vraiment qu'on mette cet espace de coworking, de travail partagé en place vraiment rapidement. Et voilà, maintenant que ces lieux n'ont plus de secret pour vous, je vous propose d'y aller directement pour faire votre propre curiosité. Et comme promis en début d'émission, on va complètement changer de sujet et on va parler d'un événement qui aura lieu ce dimanche sur l'île d'Oléron, à Chasseron plus exactement. On écoute Virginie du service culturel de Saint-Denis qui nous en parle. Alors ce dimanche, donc sur la commune de Saint-Denis, on organise donc la manifestation Chasseron vent et lumière. Alors ça sera cette année la 2e édition. On avait l'idée depuis l'an dernier de proposer en fait cette ancienne fête du vent qui avait lieu au mois d'août habituellement sur l'avant-saison, pour faire vraiment une belle grande manifestation qui permette de lancer la saison sur la commune. Voilà. Donc cette année c'est le 14 avril, c'est ce dimanche qui arrive, et donc on va avoir des animations tournées autour du vent, autour d'animations donc en lien avec la mer, le vent, la voile, la navigation, et donc une ouverture au public avec un village d'animation qui va s'étaler de 10h le matin et une clôture d'animation à 20h le soir, par une clôture par un concert et un envol de cerf-volant spécifique pour faire une petite clôture poétique de la journée. Voilà, donc tout au long de la journée, il va y avoir évidemment
les cerfs-volants géants, tout un tas de sortes de cerfs-volants artistiques, de cerfs-volants comme des dragons aussi. On va avoir des teams de cerfs-volants acrobatiques qui vont être là cette année. Ça, c'est une nouveauté. Ils étaient pas là l'année dernière. Donc, la petite nouveauté de l'année, ça va être des teams de 4, 5, 6, 8 cerfs-volistes qui vont faire des acrobaties, en fait, en cerfs-volants sur des bandes son, avec des chorégraphies bien spécifiques. Et ça sera plusieurs fois dans la journée aussi. Donc vraiment le gros du spectacle pour les visiteurs, ça va être effectivement tous ces beaux et majestueux cerfs-volants. Et à côté de ça, on va avoir tout un tas de petites animations, donc des stands d'associations locales qui vont présenter un petit peu ce qu'elles font. Certaines associations vont proposer aussi des animations, notamment je pense à l'association du Clapotis qui va faire des animations autour des nœuds marins. On va avoir aussi des animations tournées autour de la récup avec les plastiques qu'on va pouvoir retrouver dans nos poubelles jaunes, donc des mobiles en forme de créatures marines un peu étranges qui vont permettre comme ça les enfants de pouvoir fabriquer en fait des mobiles qui bougeront après avec le vent aussi. On aura des ateliers de cerfs-volants également au programme toute la journée, un stand de maquillage papillons, libellules, tous les types tous les oiseaux volants. C'est ça qui pourront être donc maquillés pour les enfants. Et nous aurons après aussi, en plus de ces ateliers, des simulateurs de vol en deltaplane. Les visiteurs seront positionnés sur des plateformes avec des casques de réalité virtuelle pour vraiment simuler comme s'ils étaient en train de voler en deltaplane. Voilà, entre autres. Et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve dimanche à Chassiron pour profiter de ce bel événement qui promet, à mon avis, de nous en mettre plein les yeux. Et on n'oublie pas de m'envoyer un petit email à l'adresse de l'émission laissez-parler-les-huîtres@gmail.com, laissez parler les huîtres au pluriel et sans accent. Et on m'envoie un petit mail pour me parler d'un sujet. Voilà, si vous voulez qu'on se rende compte que je vienne vous tendre mon micro, on n'hésite pas. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de potager parce que le printemps va finir par arriver. Et merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres.